En 2020, dans le cadre du troisième Creative Jam de l'école de design Nantes Atlantique, fait en partenariat avec le centre Michel Serres, nous avons décidé de pousser un peu plus loin la question des outils qui nous servaient entre guillemets à prototyper le futur ou un futur souhaitable en nous appuyant sur des éléments de prospective qui nous ont permis d'enrichir considérablement notre outil Age Futures et justement cette approche nous cultiver en quelque sorte sur cette approche du futur. Je laisse la parole donc à Florence Bazzoli du Centre Michel Serres pour nous indiquer que la prospective sert à construire l'avenir. Moi, je reviens sur la notion de prospective. La notion de prospective, je le redis, ce n'est pas une boule de cristal. On n'est absolument pas là du tout pour aller prédire l'avenir. Certainement pas. D'abord parce que c'est impossible. Donc ça règle le problème. Il y a trop de variables, il y a trop de choses qui peuvent impacter le futur pour qu'on puisse en faire une détermination. Ça, c'est clair. Je ne rentre pas sur l'axe religieux, je suis sur l'axe scientifique de la prédiction. À quoi sert la prospective si ce n'est pas à déterminer l'avenir? Elle sert à construire l'avenir et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer en un petit quart d'heure. Je vais essayer de faire court. Pourquoi en fait la prospective n'est pas un art divinatoire mais est une science de la construction. Ce que vous avez là, c'est un résumé de 4 attitudes potentielles face à l'avenir. On peut résister, on peut être dans la résilience, on peut être dans la transformation par le biais de 3 attitudes, la passivité, la réactivité, la préactivité et la proactivité. Est-ce que vous voyez ce qu'on met derrière ces 4? La passivité, on est bien d'accord que c'est le fait de subir complètement ce qui se passe. Ok? La réactivité, c'est juste après avoir subi ou au moment où on est en train de subir, de se mettre en mode réac. Dans le sens, je contrebalance immédiatement une action par une autre action. Donc, on est dans l'impulsion, on est dans l'immédiateté. La préactivité, c'est de se dire, je commence à imaginer des choses, je me mets dans une posture d'anticipation et je me dis que ça peut arriver. J'imagine des champs des possibles. Et la proactivité, c'est non seulement j'imagine des champs des possibles, mais je me mets en ordre de marche stratégique pour fabriquer des choses et pour anticiper réellement en mode prod. Vous voyez la différence? Et donc, ça nous dessine à la croisée de ces 4 attitudes possibles. Alors, vous pouvez les décliner comme vous voulez, mais là, ça vient de l'anthropo et de l'ethno et de la socio. On est clairement sur ces 4 postures-là. Il n'y en a pas d'autres. Après, elles sont extrêmement déclinables, mais il n'y en a pas d'autres. Et donc, ça donne 3 axes ou 3 types de profils qu'on rencontre en permanence, les résistants, les résilients et les transformeurs. C'est-à-dire qu'on a 3 critères qui peuvent être de l'impact, soit en résistance, soit en résilience et en transformation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps opposants, parce que résilience et transformation, c'est potentiellement mixable, mais pas toujours. On va sélectionner un petit bout de phrase qui est essentiel. L'impuissance naît de l'impensé. L'avenir, un impensé des organisations. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, on établit de la stratégie sur de la représentation, sur du jugement, sur de la croyance, et rarement sur des choses qui sont réellement pensées. Donc, ce qui devient intéressant, c'est que si on veut être dans la transformation et donc au-delà de la préactivité, il faut se mettre en position de penser pour construire. Et ce n'est pas juste penser avec sa propre représentation, c'est penser dans le mode global, dans la complexité, avec des éléments scientifiques qui viennent amender, ajuster, orchestrer et articuler ses envies et ses croyances. Voilà ce que fait la prospective. Il manque un gros bout parce que 50% de la prospective, c'est étudier le passé et comprendre le passé. Sinon, d'ailleurs, on ne peut pas créer des tendances. Enfin, on ne peut pas identifier les tendances, pardon. Dans notre langage de la prospective, la tendance est quelque chose qui a existé et qui perdure. Ça n'est pas quelque chose que l'on projette. La tendance, c'est du passé. Il faut bien se mettre ça dans notre... C'est pour ça qu'on appelle ça des tendances lourdes, parce que ça fait des années que ça existe et que quand on fait de la prospective, on tient sur la tendance lourde pour voir jusqu'où elle peut aller, mais en aucun cas, c'est quelque chose de nouveau ou c'est un signal nouveau. Pour nous, tendance, c'est le passé, voire le présent, et on imagine comment ça peut se continuer.
Et si on veut identifier des facteurs ou des éléments qui vont être potentiellement perturbateurs dans l'avenir, ce sont des signaux. Faibles, forts, noirs, mais ce sont des signaux. Donc, tendance égale existant, signaux égale demain. Quand on est dans le présent, on a plein de choses qui sont combinables. On a des futurs imaginables et des futurs inimaginables. En général, le but de la prospective, c'est que les futurs soient à peu près imaginables. Si on rentre dans des choses qu'on a du mal à définir, ça devient un peu compliqué. Donc, on essaie globalement, sur les 2/3, on peut considérer que le futur est imaginable dans les représentations qu'on peut avoir, dans ce qu'on peut construire, et qu'il y a 1/3 qui ne l'est pas. Je vais aller plus loin et je reviendrai après. Ensuite, on a des choses qui relèvent de ce qui est possible, réalisable. Ça, c'est le travail que l'on va faire autour des tendances lourdes, donc du passé et du présent, et des signaux faibles et des signaux des éléments de rupture potentiels. Donc là, ça va nous permettre d'aller travailler sur la latitude de ce qui est possible. Dans les futurs imaginables, pourquoi le futur des possibles il est plus restreint? Parce que quand on ouvre le champ de la divergence, dans les futurs imaginables, on n'est pas très loin de ce que vous êtes en train de nous raconter, que demain, la fille, elle va se réincarner en arbre, machin. Ouais, moi, je veux bien, c'est top. Dans le domaine du futur possible, je vais réduire un peu la voilure. D'accord? Donc, dans ce cadre de ce qu'on imagine dans la prospective, on a un premier enjeu qui est d'aller tabler sur l'imaginable et un deuxième enjeu qui est d'aller amender ce que notre imagination, ce que notre imaginaire et ce que notre envie peut inventer par des axes scientifiques qui vont donc réduire la voilure, mais sans réduire l'ambition ou le cap. Ce n'est pas la même chose. Et ça, je pense que c'est un élément important. On ne réduit pas une ambition, on ne réduit pas une envie, on l'ajuste, on l'amende pour être sûr d'avoir un objectif qui est atteignable. 2 images en termes de domaine de puissance, 2 imaginaires complètement différents et 2 potentielles constructions d'avenir complètement différentes. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a positionné ces 2 images avec Philippe? En fait, on a d'un côté, on a 2 puissances complètement différentes, une qui circonscrit et qui domine, et une qui ouvre le champ total des possibles. Il y en a un dans lequel vous ne pouvez pas construire, vous n'avez pas la main, et l'autre dans lequel tout est abordable et tout est faisable. Et donc, ce sont 2 notions de puissance très différentes et 2 notions d'avenir très différentes. OK? Ça, comme le Covid-19, c'est ce qu'on appelle chez nous un signal noir. Et c'est ce qui rentre dans la case du futur inimaginable. C'est ce qu'on n'arrive jamais à tracer dans tous les scénarios qu'on peut inventer, y compris les pires, parce qu'il n'y a personne avant le 11 septembre qui pouvait imaginer une seconde qu'il y ait des gens qui décident de foutre des avions dans les immeubles. Donc l'imagination a ses limites, mais pas l'avenir. Pardon, Flo? Non, je dirais à peu près la même chose pour le Covid-19, oui, c'est ça ce que tu disais. Oui, c'est ça. Alors, même si c'est plus facile pour le Covid-19 parce que tous les spécialistes de pandémie l'ont déjà expliqué depuis 30 ans. Après, ce n'est pas tout à fait sous ces termes-là. Et puis, notre obsession justifiée, je pense, de la transformation climatique fait qu'on a balayé cette notion sanitaire au profit, entre guillemets, de l'écologie pure, alors que tout est complètement imbriqué. Donc, on en revient à nos histoires de imaginable, inimaginable, de notre présent et de la complexe, enfin de la partie complexe de ces enchaînements de variables, de la limite de ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est ce que on vient d'aborder ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a rien de prédéterminé, il n'y a rien de connaissable, tout est constitué de futurs possibles. Et je vous invite à relire la partie sur l'éthique de la liberté d'Aristote. Je ne vais pas m'épandre là-dessus parce qu'il y en a pour un bon moment. La notion de liberté qui n'est qu'illusion, mais que c'est un pari qui vaut quand même la peine et que c'est un mode de co-construction et de construction individuelle et collective. Je vous invite à aller. Ça, c'est un PowerPoint d'un cours qui fait une demi-journée, donc je ne vais pas vous laisser en une demi-journée. C'est dans l'éthique à Nicomaque? C'est dans l'éthique à Nicomaque? C'est dans l'éthique à Nicomaque? Ouais, c'est ça. Et donc, l'intérêt, c'est de se dire, voilà, rien n'est prédéterminé, on ne peut pas faire de prédiction, on peut se créer un ensemble de futurs possibles qui existent
Et là-dedans, quel est notre axe proactif pour avoir un maximum de liberté et d'inflexion sur cet avenir. Là, On en revient à ce j'en profite pour vous placer juste un truc. Il y a des traductions merdiques de l'éthique à Nicomaque. La seule traduction qui vaut vraiment la peine pour moi, c'est celle de Jean Tricot. Parce que le reste, il y a vraiment des traductions qui sont à chier. Voilà. Ouais, mets-le dans le chat. Ouais, Jean Tricot. Les 2 philo à 2 balles. Non, mais il y a des traductions qui ne veulent rien dire, vraiment. Non, mais c'est clair. Je suis absolument d'accord avec toi. Ok. Donc, après, l'avenir, domaine de volonté. C'est-à-dire que nous sommes c'est là qu'on attaque Gaston Berger et la prospective, c'est la puissance, la liberté. Si on veut passer de l'un à l'autre, ça veut dire qu'il faut se mettre en ordre de proactivité et donc d'anticipation, de compréhension et donc d'action. Donc, puisque rien n'est écrit à l'avance et que tout relève de la décision humaine, et j'insiste là-dessus, tout relève de la décision humaine. Alors, je sais bien que les écolos, les machins vont me dire « Ouais, je suis désolé, hein, si on n'avait pas explosé la moitié de la planète, on ne se la prendrait pas dans la gueule aujourd'hui. » Donc, à ce stade, en dehors de grands éléments autour de notre système solaire, à notre échelle de vie immédiate et courte, 99,9% des choses résultent de la décision humaine. Je ne parle pas d'astéroïdes, je ne parle pas de choses comme ça. Et quoi qu'il en soit, ça n'impacte pas sur des décisions que moi j'appelle à court terme, c'est-à-dire sur 300, 400, 500, voire 1000 ans. C'est du court terme. C'est un temps court, si vous préférez. Donc, on a 2 registres qui nous ramènent à la aux postures de départ. Réduire l'incertitude en explorant les futurs possibles de manière scientifique. Donc, ça, c'est un moyen d'anticipation. Et de là, on en détermine des actions. Ce domaine de volonté fait qu'on se met un cap. C'est notre point A, notre point B. On se met un cap et on décide ensemble quel est ce cap à partir de nos souhaits, de nos envies. C'est là que la notion de liberté, la notion de choix, la notion d'éthique peut rentrer en ligne de compte. Et on anticipe et on se met en ordre de marche avec des actions en mobilisant la science, la culture scientifique et technique qui va nous permettre de réaliser ça à l'aide de moyens et qui va nous permettre de non pas réduire la voilure, mais de l'ajuster pour que notre cap soit atteignable. Il n'y a rien de pire pour un être humain que de se fixer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Et donc, notre imaginaire est magnifique, mais 90% de notre imaginaire n'est pas atteignable. Sauf si on l'amende, on l'ajuste, on l'articule avec des éléments qui viennent renforcer cet imaginaire dans notre capacité à le produire et à le fabriquer dans la limite de ce qui est possible. Vous avez bien compris, évidemment, là, ici, l'articulation qu'il y a entre les propos de Florence, c'est l'exercice que nous avons fait d'aller très loin dans l'imaginaire et après de commencer à réduire la voilure pour l'articuler pour de bon, avec des éléments tangibles et concrets. Ok, donc la dernière étape, c'est ça. On a notre échelle du passé et du présent. On a tout cet ambroglio potentiel. Et nous, derrière, on réduit la voilure. Alors, on ne la réduit pas, mais on trouve en fait la proportion qui va nous permettre d'aller tracer quelque chose de réalisable. Donc, entre futur imaginable et inimaginable, on a ces futurs impossibles et possibles. Et au milieu de ça, on va aller trouver un cap d'un futur souhaitable. Le mix entre notre rêve et ce qui est possible. Et ça, c'est le 3e enjeu de la prospective, c'est d'arriver à définir un futur souhaitable. Donc, on arrive dans un domaine de la responsabilité. Après le domaine de la puissance, le domaine de la liberté, le domaine de la volonté, on est dans le domaine de la responsabilité, où là, on rentre dans les notions d'éthique, dans les notions de co-construction, et où, en fait, on est dans la synthèse de tout ce qu'on a imaginé préalablement, ou en tous les cas, évoqué préalablement, puisqu'il n'y a rien d'écrit, puisque la décision humaine est à 99,9% essentielle, on est dans l'obligation et on a la responsabilité de le construire proprement. Et dans les entreprises, puisque nous, on intervient aussi dans les entreprises, c'est un élément qu'on met en exergue. Et que la prospective n'est pas là pour leur dire quels produits ils vont fabriquer demain, mais pour comprendre quel va être le monde de demain et comment ils ont envie, eux, de naviguer dans ce monde-là et quelles sont leurs stratégies pour mettre ce cap en œuvre. Trois aspects
dans la prospective. Et c'est là que notre travail prospective et design et notre collectif de recherche autour de ça est hyper important. On a un discours, une posture, une attitude et une méthode. Le discours, ce serait notre cap. La posture, ce serait plutôt ce que présente la prospective, donc ce mélange de tenir compte de l'individu, du collectif et de la science. Et la méthode, je réduis pas le design à ça, mais c'est tout le design d'usage qu'on essaie de travailler. Et on est censé être dans ce petit triangle-là ici, demain, pour pouvoir aller avoir nos vrais critères d'impact et nos vrais axes et nos vrais points de transformation.